Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter principalement de quelques ports mineurs et de clisma, car après avoir examiné les deux grands ports du commerce oriental gréco-romain que furent Myosormos et Bérénice, nous allons maintenant nous pencher sur des ports mineurs, ou du moins des ports dont l'importance n'a pas été perçue avec précision, faute de l'insuffisance de fouilles. En procédant du sud vers le nord et en venant de Bérénice, nous examinerons successivement le port de Mersanakari, qui est probablement celui de Nikésia. Nous passerons très vite sur Philothéra parce qu'on n'en sait rien. Ensuite, nous examinerons le port et le fort d'Abouchar. Et puis, nous nous intéresserons beaucoup plus en détail sur Clysma, tout au nord de la mer Rouge. Je n'aborde pas ici les ports de la rive orientale de la mer Rouge, car la semaine prochaine, nous aurons un séminaire précisément sur ces questions, c'est-à-dire sur les ports d'Aïla, Akaba, Yotabe, le Kékomé et les ports du sud de l'Arabie ainsi que les îles Kharasan, car donc, comme je vous le dis, Mme Leila Némé, qui est directeur de recherche au CNRS, viendra nous présenter l'état des recherches sur ces sites et sur les relations de ces sites avec l'intérieur, c'est-à-dire avec le royaume des Nabatéens, puis avec la province d'Arabie. Alors commençons donc par Marsanakari, qui est donc, comme je vous le dis, situé à peu près à 150 km au nord de Bérénice. C'est un port qui est peu connu par, là vous le voyez sur une image plus rapprochée, qui est un port qui est peu connu par les sources, car il est cité uniquement par Ptolémée au IIe siècle, mais nous savons qu'il remonte à l'époque ptolémaïque, car nous en avons à la fois des témoins, nous allons le voir, quelques témoins archéologiques sur place, et parce que la route qui y mène, c'est-à-dire celle qui relie Mersanakari à Edfou, passe au puits de Bir Yayam, et cette petite station de Bir Yayam a livré une inscription célébrant la construction du fort, construction ordonnée par Ptolémée II en 257 avant Jésus-Christ, et il est même précisé que le fort est situé à 461 stades du Nil, c'est-à-dire 98 km. Et je vous renvoie à l'article de Roger Bagnal et Ali, qui s'appelle Ptolemaic Inscription from Bir Yayam, paru dans la Chronique d'Égypte en 1996. Donc, placé à mi-chemin entre Bérénice et Myosormos, le site fut découvert par Wilkinson, comme toujours, et qu'il identifia immédiatement à Nikésia, ce qui est effectivement probable. Le site est implanté sur une colline au fond d'une baie et il est entouré d'un rempart. Alors, vous voyez ici la Marsa, et il y a cette petite colline qui est ici. Évidemment, la Marsa est beaucoup plus ensablée que ce qu'elle était à l'époque antique. Voici une vue plus rapprochée. Et le site est proprement sur cette colline entre les deux plages. Le site donc est entouré d'un rempart quadrangulaire qui a été en partie détecté et dégagé par quelques sondages. Il possède une porte placée au sud et il y a des constructions à l'extérieur et aussi d'assez importants dépotoirs. Et il y a eu quelques campagnes de fouilles, notamment en 1999, où toujours l'équipe américaine de Seeger et Steinbottom ont ouvert deux tranchées de 5 mètres par 5 mètres à peu près dans la partie est du site, nord-est du site, qui est ici, où ils ont pu mettre au jour, dans la tranchée 1,
un bâtiment d'époque romaine, mais qui remploie beaucoup de blocs de pierre de taille avec des défoncements d'anatyrose qui proviennent évidemment de monuments ptolémaïques qui ont été démantelés. La tranchée numéro 2 a également permis de dégager un bâtiment d'époque romaine qui est en fait une plateforme associée à un mur que vous voyez donc dans ce petit sondage, et ça pourrait être le podium d'un temple. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur le site, à part les objets qui ont été trouvés dans ces fouilles. Le mobilier est surtout d'époque romaine, mis à part une lampe du 1er siècle avant Jésus-Christ, que vous voyez là. Et il s'échelonne entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. On y trouve notamment une lampe à volute du 1er siècle après Jésus-Christ, une lampe grenouille des 2e et 3e siècles, un flacon à parfum, de nombreuses amphores égyptiennes 3, vous voyez ici, qui sont très courantes au 1er et 2e siècle, plusieurs vases de céramique modelés, que l'on appelle Eastern Desert Ware, qui sont fabriqués par les nomades, principalement au 3e et début du 4e siècle, ainsi que 7 monnaies, une de Vespasien et une de Constantin et 4 autres monnaies du 4e siècle. Associé à cette céramique, on a trouvé un support de candélabre avec un petit chapiteau corinthien que vous voyez là, un stylet en bronze, un hameçon et quelques rares verres. On n'a pas trouvé de témoins archéologiques du grand commerce érythréen, à l'exception de quelques perles qui proviennent de Ceylan, de Taprobane, et qui sont datables des 4e et 5e siècles, qui sont plutôt des témoins indirects de ce commerce, car c'est probablement des parures que les gens portaient dans la région, plus que le témoignage des flux commerciaux qui seraient passés par ce port. Alors, vous voyez ici une reconstitution artistique, disons, du fort et du port de part et d'autre de la colline. Tout ce qu'on peut en dire, malgré la rareté et le fait que les fouilles soient très limitées, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait eu de grands flux commerciaux du commerce érythréen dans ce site, à la différence de ce que nous avons vu pour Bérénice et pour Myosormos. Donc, cela tendrait à confirmer qu'il n'était pas permis aux navires venant d'Inde ou d'Arabie d'y aborder directement. Son rôle, le rôle de ce port, était donc plutôt d'offrir un bon mouillage au commerce régional, voire, ou peut-être et surtout, aux patrouilles militaires qui se faisaient le long de la mer Rouge. Et ce rôle a été rempli certainement entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, voire antérieurement, puisque nous avons vu que le site a certainement été fondé dès le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc une très longue occupation, mais probablement une importance mineure. En remontant la côte, après le port de Mersanakari, qui est là, on trouvait ensuite, bien sûr, le port de Myosormos, dont nous avons examiné les résultats des fouilles il y a quelques semaines, le 28 octobre. Et au nord de Myosormos se trouvait le port de Philotera, lui aussi de fondation ptolémaïque, quelque part dans la zone de Saphaga aujourd'hui. Notre source la plus complète est Strabon, au livre 16, paragraphe 4,5, qui a comme source Artémidore et qui indique que Philotera fut fondée par Satyros, qui lui donna le nom de la sœur de Ptolémée II. Ce Satyros avait été envoyé en Troglodytique pour rechercher des emplacements les plus favorables à la chasse aux éléphants. On ne sait précisément où situer le port, qui est
cité par ailleurs par Pomponius Mela dans le De Chorographia, livre 3, paragraphe 80, par Pline au livre 6, paragraphe 33 à 168, et par Ptolémée dans la Géographie 4, paragraphe 5. Donc, là aussi, certainement une longue durée d'occupation. On imagine que le port se trouve quelque part aux abords de la ville moderne de Safaga, peut-être vers Mersagaoasis, mais on ne dispose aujourd'hui d'aucune donnée archéologique certaine. Si l'on remonte encore un peu la côte, on arrive finalement au site d'Abouchar, dont je vous ai longuement parlé à plusieurs reprises pour vous dire qu'il avait longtemps été identifié avec Myosormos, et nous savons désormais que c'est faux. Nous le savons grâce aux fouilles qu'a dirigées Steve Steinbotham entre 1987 et 1991, fouilles qui ont montré que le site correspond seulement à un fort qui est fondé au début du IVe siècle et qui est occupé pendant à peu près un siècle et demi à 2 siècles, selon des modalités diverses. Le site est placé à 1 kilomètre d'un puits et d'un autre fort qui lui remonte au Haut Empire romain, qui est nommé localement Abouchar el-Kibli. Sur les résultats de ces fouilles, je vous renvoie pour plus de détails à l'article publié par Steinbotham en 1994 dans le Journal of the American Research Center in Egypt, qui s'appelle Preliminary Report on the 1990-1991 Season of Fieldwork at Abouchar. Ce fort mesure, là vous en avez une vue d'ensemble, il mesure 77 mètres par 64, donc une dimension sensiblement supérieure à tous les forts du Haut Empire que nous avons eu l'occasion de fouiller sur les routes de Myosormos et de Bérénice. Il est entouré d'une muraille épaisse de 1,50 m pour une hauteur d'environ 4 mètres, et muraille qui est renforcée, comme vous le voyez sur ce plan, par des tours carrées. Il y en a exactement 13, dont 2 de part et d'autre des 2 portes du fort qui sont situées sur les côtés ici et là. 2 portes donc sont ouvertes, l'une dans la courtine nord et une plus large dans la courtine ouest, toutes les 2 défendues par des tours. Voici une vue de l'une de ces portes, qui est en fait la porte principale. Porte principale donc avec ces tours sur le côté, certaines particulièrement bien conservées comme ici, qui ont d'ailleurs livré, comme vous le voyez, des boulets de balistes, et donc qui montrent qu'il y avait des machines de guerre placées dans ces tours. La porte principale a livré les fragments de 2 inscriptions, toutes les 2 très intéressantes. La première inscription se rapporte à la fondation, elle est écrite en latin et elle porte les noms des empereurs Galère, Licinius, Maximin II et Constantin, et celui du duc des éparchies d'Égypte, de Thébaïde et de Libye inférieure et supérieure, le dénommé Aurelius Maximus. Cette inscription rapporte que le fort faisait partie du limes, on lit assez clairement limitibus apta in litore, et la conjonction des 4 empereurs permet de la dater des années 309 à 311 après Jésus-Christ. Sur ce point, si vous voulez plus de détails, il y a un article écrit sous la direction de Roger Bagnall qui s'appelle Greek and Latin Document from Abouchar et publié dans le Journal of the American Research Center in Egypt en 1994. Le propos même de la fondation est évoqué dans
un fragment d'une autre inscription latine qui porte, comme vous le voyez sur cette photo, deux lignes, malheureusement incomplètes, où on lit d'un côté Nova Maximi et à la ligne suivante Mercator, que l'on restitue Nova Maximiana, qui désigne une unité militaire, une aile de cavalerie, et en dessous, les restes de l'inscription peuvent être développés en ad usum mercatorum, ce qui indique donc que le fort aurait été construit par cette unité militaire de la Nova Maximiana et pour l'usage donc des marchands, ce qui évidemment confirme l'idée qu'on avait que ce fort est créé pour protéger le commerce. Par ailleurs, il a été trouvé sur le site un ostracone du début du IVe siècle qui offre un tableau de service des soldats qui doivent monter la garde en haut, alors on suppose qu'il s'agit des tours, et qui nous donne une idée de l'effectif des soldats, puisque entre 6 et 23 soldats sont désignés chaque jour pour monter la garde. Comme le service est suivi d'un jour de repos, on doit imaginer qu'il y a au moins une cinquantaine de soldats à ce moment-là dans le fort, ce qui cadre bien avec les casernements qui ont été trouvés à l'intérieur du fort, puisqu'on trouve 54 casernements. On y trouve aussi des principia, c'est-à-dire là où se trouvait le commandement. On y trouve également 5 entrepôts et un bâtiment pour les officiers. 38 à 39 pièces sont appuyées contre 4 courtines et servaient au stockage. Les pièces de casernement que vous voyez sur cette diapositive mesurent 3,50 m par 3 mètres, c'est-à-dire environ 10 mètres carrés chacune, et recevaient des couvertures, des toits faits de bois et de jonc, et chacun pouvait contenir environ 4 hommes, ce qui fait que l'effectif total théorique que pouvait contenir le fort était de l'ordre de 200 et quelques hommes. Donc voilà, ça donne une idée de l'importance qui est évidemment beaucoup plus considérable que celle des petits forts que nous avons fouillés jusqu'à présent. Il y avait également plusieurs entrepôts, comme je vous l'ai dit, dont un qui comportait un grand four à pain, que vous voyez sur cette diapositive, qui servait évidemment pour alimenter en pain la troupe stationnée dans le fort. Une rue, si on peut dire est-ouest, bordée de colonnades, joignait la porte principale au Principia, et sur cette rue ouvraient un certain nombre de bâtiments et de magasins. À l'extérieur du fort, on trouve un grand dépotoir qui est situé ici, à côté de la porte, comme d'habitude, qui est surtout utilisé au début du IVe siècle. Et puis, on trouve également un établissement thermal, des thermes, qui sont situés à l'extérieur et non pas au centre du fort, comme dans les installations que nous avons fouillées sur les routes de Myosormos et de Bérénice. Le dépotoir, comme je vous l'ai dit, date principalement de la construction du fort et est utilisé surtout lors de sa phase initiale, et on trouve essentiellement des monnaies du début du IVe siècle dans ce dépotoir, ainsi que des céramiques, bien entendu. Dans une seconde phase à l'intérieur de l'occupation militaire, phase qui est bien visible dans la porte ouest, on a aménagé une canalisation qui a amené l'eau depuis le puits jusque dans le fort. Et donc ça semble faire encore partie de l'occupation militaire.
Cette occupation militaire, comme je vous l'ai dit, donc, commence dans les années 310 après Jésus-Christ. Elle semble très intense à ce moment-là, mais on ne sait pas quand elle s'est arrêtée exactement. Steve Sidebottom pense qu'elle fut de courte durée, mais il ne donne pas d'argument précis et en fait rien n'empêche que l'occupation militaire se soit poursuivie jusqu'au milieu du IVe siècle, voire au-delà. Quoi qu'il en soit, l'abandon par l'armée fut suivi d'une occupation à partir de la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle par une communauté chrétienne, probablement de Cénobites. Dans ce monastère, on a mis au jour des inscriptions chrétiennes, une croix brodée et des papyrus. En effet, un des sondages faits par Sidebottom, qui est le sondage haut, sur le côté du grand bâtiment qui correspondait au Principia de la première phase, ce sondage a montré que sur le sol originel qui était en mortier blanc était mis en place un sol d'argile sur lequel on a trouvé l'étoffe que vous voyez ici de cette croix brodée et étoffe associée à un papyrus écrit en grec et qui est datable du Ve siècle. C'est une lettre dans laquelle un certain Apollonios écrit à Abba Jean et à sa fille Sarah et à sa femme Slamo, et on y apprend qu'ils se sont sauvés de la prise de leur cité, on ne sait pas laquelle, donc ça fait allusion à des problèmes militaires évidemment récents et particulièrement forts. À cette époque, donc, les Principia, donc l'ancien bâtiment central du fort, ont été convertis en église. Et dans les fouilles, on a découvert des os humains qui étaient enveloppés dans un tissu, ce qui semble montrer que l'on y pratiquait une forme de culte des martyrs. Les ermites occupaient seulement une partie de la forteresse, réutilisant certaines pièces et certaines parties, notamment pour écrire des inscriptions à la gloire de Dieu. Là, vous voyez une inscription chrétienne, Théos Monos, le Dieu unique, qui sont datables de cette époque. Il n'utilise plus, bien entendu, le dépotoir extérieur, mais il rejette les déchets à l'intérieur dans les anciens casernements. Et ces dépotoirs-là ont livré beaucoup de céramique de cette période qui permet de dater l'occupation monastique durant tout le Ve siècle et probablement une bonne part du VIe siècle. Et ces céramiques sont associées à des filets de pêche et à des hameçons qui montrent donc que les gens de cette période se nourrissent principalement du produit de la mer. En résumé, donc, le fort d'Abouchar a été construit vers 310 sur ordre de Aurelius Maximinus, qui était aussi le responsable, comme nous le verrons, de la construction du camp de Luxor. Il a été construit par l'Alanova Maximiana et probablement, même certainement, pour contrôler le secteur et assurer une protection aux marchands. La construction du fort d'Abouchar fait donc partie du plan de pacification et de sécurisation de la Haute-Égypte entrepris par Dioclétien et mis en œuvre donc par Aurelius Maximinus. Ce rôle militaire, certainement lié à la possibilité de patrouiller le long des côtes et de servir de port pour les navires patrouilleurs, a duré un temps indéterminé. Mais je pense que rien ne s'oppose à ce que l'armée soit restée dans le fort d'Abouchar jusque dans la seconde moitié du IVe siècle, mis à part l'argument a silencio de l'absence de monnaie postérieure à Constantin et à ses fils, qui est évidemment assez troublante, mais dans la mesure où la fouille n'a été que partielle, il est assez difficile de se fonder dessus pour dire que le fort a été abandonné très vite.
Comme nous l'avons vu, donc, après le départ de l'armée, les bâtiments sont investis par des moines qui installent une petite communauté cénobitique autour d'une église. Et cette petite communauté pourrait s'être maintenue environ 2 siècles et avoir, à sa manière, contribué à soutenir l'action des commerçants et des marins de passage qui trouvaient là un abri et certainement un réconfort spirituel. Je viens de mentionner à plusieurs reprises le port de Clysma, et le port qui, probablement sous divers noms, a joué un grand rôle à toutes les périodes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le port de Clysma. Donc le dernier port que nous allons étudier ici est situé le plus au nord. En fait, on devrait plutôt dire les ports du golfe de Suez. En effet, la toponymie du secteur est assez embrouillée. Les sources nous donnent les noms d'Arsinoé, de Cléopatris, de Danéon et de Clysma, sans qu'on sache bien s'il s'agit de sites différents ou d'appellations différentes selon les époques d'un même ensemble, peut-être avec plusieurs centres urbains situés autour de la baie de Suez. Essayons d'y voir un peu plus clair rapidement sur la toponymie, car à défaut de documents épigraphiques, on ne peut aboutir aujourd'hui à des certitudes. Nous verrons ensuite plus en détail l'archéologie du secteur de Suez, ou plutôt du seul site quelque peu fouillé qui est Tel Kolzoum. Alors, commençons par la toponymie. En bordure du canal de Suez, les sources antiques indiquent la présence de 4 agglomérations. Certains, donc, comme je vous l'ai dit, se confondant peut-être. D'abord, nous avons Arsinoé. Selon Diodore, livre 1, paragraphe 33, Arsinoé fut fondé par Ptolémée II Philadelphe en 270-269 à l'extrémité du canal reliant le Nil à la mer Rouge. Ce canal, plusieurs fois entrepris notamment par Néchao II et par Darius, qui, malgré les dires de Pline, a probablement achevé le percement, ce canal donc fut réaménagé par Philadelphe vers cette même date, c'est-à-dire dans les années 270 avant Jésus-Christ. Diodore précise que Ptolémée II y fait construire une écluse, ce qui est confirmé par Strabon. Strabon, en effet, au livre 17, paragraphe 1, 25, indique un dernier canal débouche dans l'Érythrée, c'est-à-dire dans le golfe arabique, près de la ville d'Arsinoé ou de Cléopatris, comme on l'appelle aussi quelquefois. Et au paragraphe suivant, Strabon les distingue en disant toutefois qu'elles sont voisines. Donc, ça ajoute un peu à la confusion. La table de Peitinger, dans le segment 9.4, signale, comme vous le voyez ici, Clysma et Arsinoé. Arsinoé est indiqué ici et Clysma ici, donc autour du fond du golfe de Suez. Ce qui semble indiquer que les deux villes de Clysma et d'Arsinoé étaient distinctes. Ce qui semble également confirmé par le cosmographe de Ravenne, au livre 3, paragraphe 2, qui précise Arsinoé que ponitur iuxta mare rubrum, ce qui confirme donc que Clysma et Arsinoé sont distinctes et qu'Arsinoé est bien sur la côte. Malgré ces données, certains auteurs pensent qu'Arsinoé et Clysma sont une seule et même ville. C'est le cas de Cléda dans plusieurs articles du bulletin d'archéologie du Caire. C'est le cas de Claude Bourdon dans la Revue biblique en 1928 et c'est le cas plus récemment de Steve Stuyvesant dans son ouvrage de 1986 et dans celui de 2011, plusieurs fois cité sur le Bérénice et le commerce oriental. Tous ces auteurs se fondent à la fois sur les indications géographiques de Diodore et de Strabon et, en ce qui concerne Stuyvesant, aussi sur le mobilier ptolémaïque ancien trouvé à Kolzoum, qui correspondrait bien, nous allons le voir, à une fondation sous Philadelphe. D'autres auteurs, comme Bernard Bruyère, pensent qu'Arsinoé était situé non pas à l'emplacement de Clysma, qu'il situe à Kolzoum,
mais à Cabret, de l'autre côté de la baie, à un endroit où il y aurait eu un port et une presqu'île, malheureusement utilisés comme base navale par les Anglais durant la dernière guerre mondiale, ce qui aurait détruit tous les vestiges. Autre toponyme est celui de Cléopatris. La source principale à ce propos est Strabon qui raconte l'expédition d'Aelius Gallus en 26-25 avant Jésus-Christ, donc Strabon au livre 16, paragraphe 4, 22-23. Et Strabon écrit « César Auguste avait confié à Gallus la mission de sonder les dispositions des Arabes et d'explorer en même temps leur pays, ainsi que le pays des Éthiopiens, leurs voisins. Gallus n'y avait pas songé, alors il parle de difficultés d'organiser l'expédition, et Gallus avait fait construire jusqu'à 80 birèmes, trirèmes et phaselles à Cléopatris sur le vieux canal du Nil. Il est assuré donc que ce port de Cléopatris était situé dans les parages du débouché du canal, probablement sur l'un des 3 tels qui sont au bout du canal, c'est-à-dire celui de Kolzoum, celui de Hadji ou celui de Tel Yaoudié. La qualification de vieux canal pourrait signifier, et on l'a imaginé comme cela, qu'il n'était plus en fonction à cette époque-là. Mais ça pourrait être une qualification qui rappelle qu'il fut creusé par les pharaons, continué par le grand roi et achevé par Ptolémée II. C'est personnellement ce que je pense, car au livre 17, 1, 26, Strabon dit que le canal a une largeur de 100 coudées et une profondeur d'eau suffisante pour donner passage à un gros bateau. Donc, cette ville de Cléopatris était quelque part à l'embouchure du canal. Alors, nous avons vu aussi que, au livre 17.1, selon Strabon, certains auteurs appellent Cléopatris Arsinoé, alors que lui les distingue, ce qui évidemment ajoute à la confusion générale. Un autre toponyme est indiqué par Pline. Seul Pline, d'ailleurs, le mentionne, et il mentionne ce nom de Danéon dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 33, 165, où il dit « La nation de Tyro et le port des Danéoi, à partir duquel Sésostris, roi d'Égypte, fit le premier de tous le projet de creuser un canal navigable jusqu'au Nil. » Pline précise ensuite que le canal passe à côté d'Arsinoé et porte le nom d'Abnis Ptolémaeus. Donc, là encore, c'est probablement une agglomération ou un centre urbain à l'embouchure du canal sur l'une des collines, nous allons voir, qui entoure le canal. Enfin, le dernier toponyme, qui est le mieux localisé, pense-t-on, c'est celui de Clysma, qui est cité pour la première fois par le géographe Ptolémée au livre 4, paragraphe 5-8, qui indique que c'est une forteresse, Phrourion Clysma. Le port est aussi mentionné par Lucien dans un roman qui s'appelle Alexandre, au paragraphe 44, et Lucien y fait embarquer un personnage de son roman, et il écrit « Le jeune homme remonta le Nil jusqu'à Clysma. Un navire partait pour la mer et il fut poussé à se joindre à d'autres pour un voyage vers l'Inde. » Donc, à la fois, par ce passage du roman, on a la certitude que le canal était en fonction, puisque le jeune homme l'emprunte par bateau jusqu'au port, et qu'on pouvait s'embarquer depuis le port de Clysma vers l'Inde, donc quelque part dans le IIe siècle après Jésus-Christ. L'itinéraire d'Antonin, de son côté, au paragraphe 170.4, place Clysma à 50 000 passoum de Serapeum, ce qui le met, encore une fois, vers la ville de Suez à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans ce secteur.
Une autre source tout à fait intéressante sur Clysma est le passionnant récit de voyage d'Égérie, qui est une dame de l'aristocratie romaine, qui fit un pèlerinage en Terre Sainte en 383-384 après Jésus-Christ, en passant 2 fois par l'Égypte. Elle mentionne la ville et son fort. Son équipage était en effet escorté par l'armée parce que c'est une dame de l'aristocratie. Dans la partie conservée de son récit, elle ne cite pas le port lui-même, mais il est possible qu'un passage de Pierre Diacre, qui était bibliothécaire du Mont Cassin au XIIe siècle, utilise une partie non conservée de son récit pour donner des précisions tout à fait intéressantes. En effet, Pierre Diacre indique que le port est actif dans le commerce avec l'Inde, qui, à l'époque d'Égérie, peut désigner à la fois l'Inde elle-même, mais aussi, ou peut-être seulement l'Éthiopie, car une confusion commence à s'installer à cette période, et donc principalement le royaume d'Aksum. Et donc, il indique que non seulement le commerce est actif avec l'Inde, mais que stationne à Clysma un détachement de l'armée. On a quelques autres sources de cette période. Épiphane, Panarion, paragraphe 66.1, cite Clysma comme l'un des 3 ports de la mer Rouge avec Bérénice et Aïla. Philostorios, dans l'Histoire ecclésiastique, livre 3, paragraphe 6, dit que la mer Rouge a 2 golfes, l'un vers la Palestine, qui finit à Aïla, et l'autre vers l'Égypte, qui finit à Clysma. Et enfin, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos de Bérénice, Clysma tient la première place dans l'envoi de 70 navires pour l'expédition montée en 524-525 après Jésus-Christ contre le royaume d'Himyar, puisque 20 bateaux en partent, alors qu'à cette même date, Aïla en fournit 15, Aksum 10, Bérénice 2, l'Inde, on ne sait pas trop, probablement quelque part dans le royaume d'Aksum, l'Inde en fournit 9 et les îles Kharasan 7. Et cette indication est donnée par le Martyrium Sancti Aretae, paragraphe 27-29, et montre donc qu'à cette époque-là, c'est-à-dire au début du VIe siècle, Clysma tient la première place en importance parmi les ports de la mer Rouge. Donc cette grande confusion des toponymes ne pourra être résolue, je le crois, que par la découverte de documents écrits que l'on attend. L'archéologie, malheureusement, n'est pas beaucoup plus claire. Elle n'est pas beaucoup plus claire du fait des bouleversements créés par la percée du canal de Suez, qui a été achevé en 1869. Alors, le canal lui-même a détruit des vestiges. Alors, vous voyez ici l'arrivée du canal dans la baie de Suez. Il a détruit des vestiges, mais il a surtout entraîné un développement économique qui a provoqué la destruction de nombreux sites archéologiques, dont les installations portuaires antiques et dont le Kom Kolsum qui recelait, en tout cas au début du XXe siècle, une épaisse stratigraphie d'habitations échelonnées entre l'époque ptolémaïque et l'époque islamique. La situation antérieure au canal de Suez est connue grâce à la description de l'Égypte. Dès la Noël 1798, Bonaparte explore la partie est du canal sur 20 km. Ensuite, les savants de son équipe ont établi la carte replaçant quelques vestiges antiques par rapport à la ville ottomane de Suez. On voit sur la carte l'arrivée du canal antique et on voit aussi, chose qu'il faut souligner dès à présent, l'existence, encore visible bien à l'époque, d'un aqueduc qui emmenait l'eau du Bir Suez jusqu'à la baie de Suez. Alors, vous voyez ici le Kom Kolsum,
dont nous allons parler beaucoup plus en détail, et il est vraisemblable que cet aqueduc, dans un premier temps, arrivait à cet emplacement. Et on voit aussi que sur cette carte, il y a un certain nombre d'éminences, donc le col Kolzoum ici, le tel Hadji ici, et quelques îles, dont l'île de Tel El Yaoudieh et l'île du Cimetière. Il faut attendre les travaux de Claude Bourdon pour obtenir un tableau plus précis. Des installations portuaires antiques ont en effet été prospectées et publiées par Claude Bourdon dans un important mémoire paru en 1925 qui s'appelle « Anciens canaux, anciens sites et ports de Suez », paru dans la collection des mémoires de la Société royale de géographie d'Égypte et imprimé par l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Bourdon, qui, de par ses fonctions dans l'administration du canal de Suez, connaissait bien la zone, a prospecté en détail les rivages. Il a repéré les ruines antiques de Tel El Hadji, qui est situé ici, de Tel El Yaoudieh, ici, de l'île du Cimetière et du Tel El Kolzoum. Dans la partie la plus... Donc, j'ai repris l'ensemble sur un schéma plus clair, hein, donc les 4 sites qu'il avait repérés, qui sont au moins pour 3 d'entre eux probablement des habitats, et le dernier étant principalement une nécropole. La partie la plus importante de son travail a porté sur le repérage des vestiges du canal achevé par Ptolémée II et réaménagé par Trajan, et probablement fini par Adrien. Donc plutôt cette partie-là, au débouché donc, du canal. Et il a prospecté avec une grande minutie les abords de la baie, mettant en évidence des constructions, et notamment des constructions portuaires. Le canal antique a été suivi par Bourdon au milieu des cultures, la berge orientale du canal servant d'assise aux maisons des cultivateurs du début du XXe siècle. À son extrémité, le canal, qui forme un bassin de 200 mètres de longueur par 50 mètres de largeur, se rétrécit pour constituer un sas de 50 mètres de longueur par 20 de largeur. C'est là que, selon Bourdon, se situeraient les diaphragmata des textes de Strabon et de Diodore, c'est-à-dire un système de portes qui empêchait l'eau du canal de se vider dans la mer au moment des marées basses. Donc, dans ce secteur-là, dans une zone qui, à l'époque de Bourdon, était occupée par un établissement de bains qui avait en partie détruit ces installations. Au sud de ce secteur, c'est-à-dire dans cette zone-là, Bourdon a repéré des enrochements maçonnés formant 2 quais qui divergent en entonnoir. On voit ici et là. Le quai ouest s'oriente au nord-sud sur 250 mètres, ici, là, et le quai est, large de 25 mètres, se termine par un triangle que l'on voit ici. Laissant entre lui et cet espace un chenal que vous voyez ici, dont le bord est occupé par un très grand enrochement long de 250 mètres qui limite donc un bassin. Selon Bourdon, ce bassin se déversait à marée basse dans le chenal d'accès et avait été conçu pour le nettoyer par un effet de chasse. Cet habile aménagement permettait donc de limiter l'ensablement de la partie terminale du canal. D'autre part, le bassin ainsi formé pouvait aussi servir
au carénage des bateaux mis à sec lors de la marée descendante. D'autres constructions très massives bordent les îles des Tel El Yaoudieh et de l'île du Cimetière. Dans l'île de Tel El Yaoudieh, on voit un enrochement important dans la partie nord, qui est ici, où il y a une espèce de mole de 50 mètres de large en maçonnerie qui semble délimiter un bassin. Et il y a un autre mole en partie plus au sud, ici, qui délimiterait donc encore un autre bassin. Sur le flanc ouest de l'île du Cimetière, deux massifs attirent l'attention, un ici et l'autre en dessous. Un premier long de 65 mètres et large de 20, qui forme la partie nord d'un bassin, le bassin qui est large de 54 mètres, et qui est limité au sud par un énorme massif mesurant 140 mètres de longueur par 70 mètres de largeur. Bourdon décrit ces massifs comme, je cite, « formés de maçonnerie dans lequel sont noyés des moellons assez réguliers, recouverts d'un béton de tuileaux. » Cette technique permet donc de les dater de l'époque romaine impériale. À ces installations portuaires, qui n'ont pas été fouillées et qui sont très largement détruites aujourd'hui, étaient associés des sites archéologiques qui correspondent en partie, donc, comme je vous l'ai dit, à des habitats. Alors, voici, dans un travail qu'a fait Cooper récemment, il a superposé les indications de Bourdon avec la carte actuelle, et vous voyez très bien que des secteurs entiers comme le Tel El-Hadji sont complètement urbanisés à l'heure actuelle et dont le site a été totalement détruit, de la même façon que le Tel El-Kolzoum que nous allons voir. Et ici, c'est une vue satellite tout à fait récente. Vous remarquez ici l'île du Cimetière qui n'a pas été touchée par l'urbanisation, mais malheureusement le Tel El-Kolzoum, qui formait donc une colline, comme son nom l'indique ici, est aujourd'hui totalement rasé et remplacé par des immeubles dont certains sont très récents puisqu'ils ont été construits dans la décennie qui vient de s'écouler. En fait, on est bien obligé de se fonder sur la publication que nous allons voir, qui est celle de Bernard Bruyère, qui concerne le site de Tel El-Kolzoum, et de quelques indications qui sont malheureusement très vagues sur l'île du Cimetière, qui a livré des tombes et qui a aussi livré, on le voit sur la photo satellite, une église chrétienne partiellement fouillée par Grossman et ses collègues, Grossman, Salb et Anguier, mais pour lequel on ne dispose pas d'une publication véritablement complète. En fait, la seule indication sûre que nous ayons concerne, comme je vous l'ai dit, le Tel El-Kolzoum, et nous renvoie probablement à l'agglomération principale de Clysma. Ce site aujourd'hui détruit est quand même relativement bien connu par une publication de fouilles qu'avait dirigée Bernard Bruyère en 1930, entre 1930 et 1932. Donc, je vous rappelle l'emplacement du Tel aujourd'hui détruit, et ici nous voyons sa position par rapport au port lui-même, à l'arrivée du canal et aux autres sites qui sont supposés être des habitats et qui pourraient correspondre à certaines des toponymes que nous avons évoqués tout à l'heure. La publication de ces fouilles, donc faites dans les années 30, est intervenue seulement en 1966.
dans un ouvrage donc, publié par Bernard Bruyère qui s'appelle « Le fouille de Clisma-Colzoum, 1930-1932 », publié au Caire par l'Institut français d'archéologie orientale. Cette publication a été beaucoup critiquée, à juste titre, car d'une part, elle est verbeuse et imprécise, et d'autre part, elle comporte beaucoup d'erreurs d'interprétation et de datation. Dans son étude sur Clisma, Philip Meyerson, dans un article qui s'appelle « The Port of Clisma in Transition from Roman to Arab Rules », paru dans Journal of Near Eastern Studies en 1996, Meyerson, donc, dans cette synthèse, ne fait pratiquement pas mention du résultat des fouilles. Quant à Steve Sidebottom, dans son ouvrage sur la politique économique romaine dans la mer Érythrée, paru en 1986, à la page 57, il cite bien les fouilles de Bernard Bruyère, mais sans donner de détails, et en 2011, il écrit « Unfortunately, little has been published about the excavations ». Certes, la publication n'est pas telle qu'on pourrait l'espérer d'une publication de cette importance aujourd'hui. Mais il faut toutefois rendre justice à son auteur de fournir un plan général des vestiges qu'il a mis au jour, quelques observations qui sont encore utiles, beaucoup de photos et quelques plans de détail. Pour juger ce travail, certes très imparfait, il faut prendre en compte les conditions de la fouille. Celles-ci sont rapidement évoquées par Bernard Bruyère dans son introduction à la page 6, et je le cite parce que cela le mérite. L'opportunité de ces investigations s'étant présentée, la Compagnie du canal de Suez s'adressa, d'accord avec le service des Antiquités, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, lequel délégua à cet effet l'un de ses pensionnaires. Des sondages furent effectués au Déversoir, qui est un site qui est situé beaucoup plus au nord que Suez, pour l'identification des ruines situées à l'endroit présumé du lieu biblique d'Étam, puis d'autres sondages furent effectués au Sérapéum, puis il fallut s'attaquer au site plus important de Tel el-Kolzoum, dans le golfe de Suez, où tant de traditions et d'écrits anciens et modernes plaçaient, à tort ou à raison, l'antique ville d'Arsinoé et plus justement le port et le château de Clisma. En 1930, le dégagement stratigraphique de Kolzoum fut commencé et se poursuivit pendant 3 campagnes successives. Les fouilles furent ensuite interrompues pour des... là, j'ai arrêté la citation. Les fouilles donc furent interrompues pour des raisons administratives. Puis ensuite, la Deuxième Guerre mondiale fut un obstacle à leur reprise. Après la guerre, Bruyère s'occupa de mettre en place un musée pour présenter ses trouvailles à partir de 1949. Mais la nationalisation du canal de Suez en 1956 et la courte guerre entre la coalition anglo-française et l'Égypte rendirent impossible toute recherche ultérieure. Cette suite d'événements fit que Bernard Bruyère se décida sur le tard à publier ses fouilles de jeunesse, bien qu'il en mesurât les imperfections. Et je le cite à nouveau. « On voudra bien tenir compte du temps écoulé depuis l'interruption des fouilles et de l'impossibilité de contrôler sur les lieux ce sur quoi la mémoire aurait pu, après tant d'années, se trouver en défaut pour certains détails. Ce n'est autre chose que l'exposé des constatations archéologiques transcrites au jour le jour sur le journal de fouilles. La parfaite connaissance d'une région aussi complexe que celle de l'isthme de Suez exige une longue expérience des sites et une documentation bibliographique qu'un fouilleur occasionnel ne peut se flatter d'acquérir en l'espace de 3 campagnes de quelques mois. » Fin de citation. En résumé donc, au début des années 1930, la Compagnie du canal de Suez décide d'investir quelques revenus du canal pour mieux connaître son histoire et charge un jeune chercheur de l'Institut français d'archéologie orientale de prendre la responsabilité du chantier. On imagine sans peine la difficulté qu'il eut à diriger seul une opération d'archéologie urbaine qui employait plusieurs centaines d'ouvriers
entre 206 et 230 ouvriers, en un domaine et sur une période que visiblement il ne maîtrisait pas. Je prends seulement pour exemple le fait qu'il confond la sigille éclair D, fabriquée en Afrique, c'est-à-dire en Tunisie actuelle, au 5e siècle de notre ère, avec la céramique sigillée italique du 1er siècle. Donc, c'est un jeune homme qui arrive sur un site, il ne connaît pas la période, il se trouve confronté avec des équipes considérables. Les méthodologies de l'époque ne permettaient pas de faire face à de tels chantiers. Il est donc évident que les observations n'ont pas été excellentes. De plus, en 1930 déjà, le site était dégradé. La partie haute, comme vous pouvez le voir sur cette photo, avait été rasée pour construire ce qu'on appelle le chalet, qui était en fait une résidence pour le khedive Ismaïl, et pour construire une caserne des soldats chargés de sa protection. La partie basse, comme vous le voyez ici, avait été déjà rasée et largement détruite pour faire la place à des maisons qui progressivement se construisaient sur le site archéologique, maisons du faubourg d'El Arbaïn et au nord du site par des bâtiments commerciaux. Donc les maisons d'époque arabe et byzantine avaient été assez largement rasées et il ne restait dans ce secteur bas de la ville que des constructions hydrauliques massives et des maisons de l'époque romaine et ptolémaïque. Toutes ces raisons expliquent que, malgré les efforts méritoires de Bernard Bruyère, le résultat des fouilles de Kolsum est difficile à exploiter. Et cela explique que les historiens ou les archéologues qui se sont occupés de la mer Rouge aient fait assez peu de cas de cette publication, trop difficile à utiliser. Et je crois qu'il faut par contre y revenir, et je me suis donc livré à une analyse minutieuse de cette publication pour en mesurer l'importance véritable de ce site de Kolsum et plus généralement des sites de la baie de Suez, c'est-à-dire Arsinoé, Cléopatris et Clysma. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la deuxième heure.